Je passe maintenant la parole à Madame Bérangère Legros, maître de conférence HDR à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de notre université, rédactrice en chef de la Revue générale du droit médical et organisatrice de ce très intéressant colloque. Merci Monsieur le Président. Alors je vais aborder le thème nanomatériaux et protection de la santé du travailleur. Alors les nanoparticules, comme il a été dit, ont toujours existé dans notre environnement. La première source est naturelle et elle est abondante. En effet, 90% des nanoparticules présentes dans l'atmosphère sont d'origine naturelle, auxquelles s'ajoutent les nanoparticules qui se forment spontanément dans les fumées en relation avec l'activité industrielle et domestique et aux débris biologiques. Les nanoparticules ne sont donc pas une nouveauté, tout comme leur création manufacturée intentionnelle qui peut elle-même être montée jusqu'à l'Antiquité. Mais l'explosion des nanotechnologies ne remonte guère en deçà des années 80. À l'heure actuelle, les nano-objets manufacturés font l'objet d'une création exponentielle, comme vous l'avez vu, d'une part par les industriels et d'autre part par les laboratoires de recherche au stade de la pré-industrialisation. La dimension nanométrique de ces nanomatériaux confère aux objets créés ou aux objets auxquels ils sont amalgamés, comme on a pu le voir, des propriétés singulières, à l'origine de multiples applications qui soulèvent de nombreuses préoccupations et interrogations pour le créateur de la norme juridique, et en amont notamment pour l'ANSES, qui évalue les risques, en l'occurrence dans la sécurité sanitaire humaine, dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. ANSES qui fournit l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de la gestion de ces risques. Les questionnements suscités par les nanomatériaux manufacturés se situent tant lors de leur production, leur transformation ou leur intégration, leur utilisation ou en fin de vie lors de leur traitement et de leur recyclage. Tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau international, est donc apparu nécessaire de les définir et d'élaborer une stratégie au sujet du développement des nanotechnologies, stratégie sûre, intégrée et responsable. La Commission européenne, par une recommandation du 18 octobre 2011, en a donné une définition, dont je ne reviendrai pas dessus puisque plusieurs intervenants l'ont évoqué. Précisons néanmoins que cette définition, la Commission précise dans cette recommandation que cette définition devrait servir de référence pour déterminer si un matériau doit être considéré comme un nanomatériau aux fins de la législation et des politiques de l'Union. La Commission ajoute que cette définition se fonde uniquement sur la taille des particules constitutives du matériau, à l'exclusion de toute considération relative au risque ou au danger qu'il peut présenter. Cette définition est en cours de révision et a donc pour objet de servir de référence à des fins législatives. Et en France, selon l'INRS, la définition qui figure dans le décret du 17 février 2012 relatif à la déclaration annuelle des substances fabriquées intentionnellement à l'état nanoparticulaire lui correspond en substance. Le créateur de la norme juridique en droit interne s'interroge donc sur les risques auxquels sont exposés les consommateurs et de manière générale toutes les personnes qui acquièrent des produits contenant des nanomatériaux, mais aussi celles qui les produisent, les transforment ou les intègrent à ces produits. Et c'est la protection de ces dernières, les travailleurs, face aux nanomatériaux, qui va faire l'objet de notre contribution. En effet, la création exponentielle des nano-objets accroît le nombre de travailleurs en France susceptibles d'être exposés, leur nombre étant actuellement estimé à plus de 5000 salariés en entreprise et 7000 chercheurs dans les laboratoires. Alors que, parallèlement, la question de l'évaluation des risques les concernant reste entière dans un contexte d'incertitude, ce qui complexifie la démarche de gestion des risques. Ne doivent pas être occultés, bien évidemment, dans la démarche de régulation, les nano-objets naturels ou formés accidentellement, tels les particules ultra fines, les PUF, qui font déjà l'objet de mesures de prévention en rapport avec les risques connus, même si nous concentrerons principalement notre contribution sur les nanomatériaux manufacturés. Alors le travailleur qui fabrique les nanomatériaux ou qui les utilise est-il suffisamment protégé par le droit? Les normes actuelles sont-elles adaptées à sa protection? Quelle est en définitive la régulation normative choisie pour concilier l'introduction des nanomatériaux et la protection de la santé des travailleurs?
La question d'ailleurs semble se poser sous un autre angle que d'autres substances pouvant altérer la santé du salarié, telles les substances CMR. En effet, ces substances dont font partie l'amiante sont répertoriées comme dangereuses pour la santé. Or, bon nombre de nanomatériaux manufacturés relèvent de la catégorie des risques chimiques sanitaires émergents qui, par définition, sont difficiles ou impossibles à évaluer. Sans compter que si l'effet de la taille des particules peut influer, pour autant, tous les nanomatériaux ne présentent pas les mêmes dangers. La toxicité de chacun est variable. Si les dangers de certains sont ou seraient parfaitement connus, il est quasiment impossible d'évaluer les risques qui sont associés à leur développement. Ces derniers dépendent de données d'exposition dont on ne dispose pas. En effet, même s'il y a surveillance, on ne sait pas quand une maladie professionnelle pourrait se déclencher et laquelle. Le droit social en général et le droit du travail en particulier peuvent se saisir de ce phénomène, soit au titre de la réparation, soit au titre de la prévention. Au titre de la seconde, la prévention actuelle a-t-elle pris la mesure de la caractéristique particulière de ces risques émergents? Doit-on inciter davantage les employeurs à agir dans une prévention différente, dès à présent, dans le doute, dans un contexte d'incertitude? En effet, il devient indispensable pour les employeurs, sous peine d'engager leurs responsabilités à moyen ou à long terme, de caractériser les nano-objets manufacturés, leurs agrégats et agglomérats sur le lieu de travail, sachant que leur caractérisation, comme l'a souligné précédemment la Commission européenne, n'induit pas nécessairement des risques ou des dangers. Leur caractérisation se fonde uniquement sur la taille des particules du matériau. Donc par manque de temps, nous concentrerons nos développements uniquement sur l'employeur soumis au Code du travail. Nous allons voir dans une première partie que l'état du droit positif et l'action d'un certain nombre d'acteurs réalisant de la prévention, tant au niveau local que national, permet une régulation en dépit de l'absence de réglementation spécifique aux nanomatériaux en droit du travail. Et nous verrons dans une seconde partie que cette régulation, pour le moment, peut néanmoins paraître insuffisante et des perspectives d'évolution sont à rechercher tant dans la politique interne que dans la politique européenne. Donc voyons dans une première partie la régulation en l'absence de réglementation spécifique aux nanomatériaux manufacturés en droit du travail. Alors l'employeur, pour le moment, dispose des moyens conventionnels de prévention des risques face à son choix d'introduire des nanomatériaux dans le processus de production. Il n'y a à l'heure actuelle aucune méthode de métrologie adaptée ou dite de routine pour les entreprises, et encore moins une métrologie consensuelle. Or, elle est un préalable à l'étude des postes de travail. À défaut de connaissances sur la toxicité des matériaux, l'employeur doit donc se conformer à ses obligations vis-à-vis du salarié, c'est-à-dire en vertu de l'article L4121-1 du Code du travail, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dont des actions de prévention des risques professionnels. Le Code ajoute qu'il met en œuvre les mesures précitées sur le fondement des principes généraux de prévention suivants, j'en citerai quelques-uns: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, ou encore, tout simplement, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Par ailleurs, il résulte de l'article L4121-3 du même code que, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, l'employeur évalue les risques pour la santé, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des substances ou préparations chimiques. Et qu'à la suite de cette évaluation, il met en œuvre les actions de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production, garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité au travail. Or, le problème est qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'est pas à même d'évaluer ces risques et donc de créer un processus de gestion des risques. L'employeur peut-il réellement prévenir, voire limiter cette exposition ? À l'heure actuelle, il n'a pas été défini dans les normes françaises et européennes de valeur limite d'exposition professionnelle pour les nanomatériaux. Certes, il existe des valeurs limites d'exposition relatives à différentes catégories de poussières, mais elles ne sont pas pertinentes nécessairement en l'état
aux substances sous forme nanométrique. En raison de l'insuffisance des connaissances actuelles, donc sur la toxicité des nanomatériaux, empêchant d'établir des valeurs limites d'exposition professionnelle, les acteurs de la prévention donc, doivent rechercher le niveau d'exposition le plus bas. La prévention des risques reposant principalement sur la limitation des expositions professionnelles, c'est-à-dire niveau d'exposition, durée d'exposition ou encore nombre de salariés exposés. Parallèlement, la régulation juridique se fait par le truchement d'autres dispositions du Code du travail. En effet, les nanomatériaux en tant qu'agents chimiques relèvent d'une part de la prévention du risque chimique, instituée aux articles R4412-1 et suivants du Code du travail, ainsi que des dispositions particulières aux agents chimiques dangereux, c'est-à-dire les CMR. En raison de ce caractère quelque peu palliatif, les préventeurs, les acteurs de la prévention ont créé d'autres procédures. Et donc on assiste à un renouvellement de l'approche préventive. En effet, certains acteurs de la prévention, tant au niveau national que local, font preuve de créativité en l'absence de normes adéquates ou efficientes, illustrant que le renouvellement de la régulation et donc de la prévention ne sera pas nécessairement juridique. On peut citer par exemple le rôle de l'INRS, qui a créé un laboratoire en octobre 2013 appelé Pôle Nano, réunissant un ensemble de moyens de recherche sur les risques associés aux nanomatériaux. Et l'INRS répond au besoin de réaliser des études de toxicité par inhalation, qui est la principale voie de contamination possible en milieu de travail. Et ce laboratoire permet de conduire des travaux pour évaluer l'efficacité des équipements de protection collective de type Sorbonne, ainsi que d'évaluer les performances d'instruments de mesure et de caractériser l'émissivité de nanomatériaux en poudre. Alors même si l'INRS depuis 2008 s'intéresse aux risques associés aux nanomatériaux manufacturés, ce que confirme son plan stratégique 2013-2020, il ne confine pas ses travaux aux seuls nanomatériaux manufacturés. Il conduit également des études spécifiques en vue de mieux corréler les effets sanitaires et l'exposition aux PUF et définir des mesures de prévention appropriées. Alors, en ce qui concerne les nanomatériaux manufacturés, l'INRS propose des formations à destination des chercheurs, des ingénieurs préventeurs ou des médecins concernés. Par ailleurs, il a créé en 2013 un pictogramme de signalisation pour indiquer l'existence d'un risque d'exposition aux nanomatériaux, pictogramme que Madame Nice avait mis tout à l'heure dans son PowerPoint. Alors, parallèlement, les services de l'inspection du travail ont pu constater que, à la différence des laboratoires d'études travaillant sur de faibles quantités, les entreprises produisant des nanomatériaux rencontraient de grandes difficultés pour prendre des mesures de protection adaptées et efficaces dans leur processus industriel. Suite à cela, certaines directs ont choisi de décliner dans leur plan régional de santé au travail la prévention de ce risque, les uns par des actions d'information et de sensibilisation des différents acteurs et parties prenantes. Une autre directe a créé un groupe de travail pluridisciplinaire constitué de médecins du travail d'entreprise ou interentreprises, d'agents de la directe qui se réunissent régulièrement en se donnant une triple mission: la sensibilisation des employeurs et des CHSCT aux risques émergents, nécessitant la création d'outils communs de communication, la mise en place d'une veille technique, réglementaire, médicale et documentaire, et troisième mission, la promotion des bonnes pratiques. Autre innovation, autre forme de créativité, on peut citer la création par l'INVS du dispositif épidémiologique EpiNano. Ce dispositif, l'INVS donc, a développé un dispositif de surveillance des effets sur la santé de l'exposition professionnelle aux nanomatériaux intentionnellement produits. Et ce dispositif, baptisé EpiNano, repose sur la création de l'enregistrement des travailleurs potentiellement exposés aux nanomatériaux, notamment à base de dioxyde de titane nanométrique et des nanotubes de carbone. Le but de cet enregistrement est de développer une cohorte prospective pour pouvoir suivre l'évolution de l'état de santé des travailleurs exposés à des nanomatériaux en France et d'évaluer les risques possibles associés à l'exposition aux nanomatériaux manufacturés chez l'homme. Cet outil consiste en une visite d'entreprise avec un outil intitulé Carnet d'observation technique, le COT. C'est une méthode simple et non instrumentale, il n'y a pas de prélèvement, il n'y a pas de mesure de l'aérosol.
C'est un outil de collecte d'informations conçu par des épidémiologistes qui peut servir à l'ensemble des acteurs de la santé et de la prévention au travail, impliqués dans la gestion des risques liés aux nanomatériaux. Autre outil, là, créé par l'ANSES, ça s'appelle la méthode de gestion graduée des risques, qui est présentée par l'ANSES comme une solution alternative pour réaliser une évaluation qualitative de risques et mettre en place des moyens de protection des travailleurs exposés. Alors, c'est un instrument qui combine évaluation et gestion des risques. Et dans ce processus, il y a une évaluation de risque associée à une bande de maîtrise de risque proposant des moyens de prévention minimaux à mettre en place en cohérence avec le niveau de risque estimé. Et donc, ça implique qu'on va formuler des hypothèses concernant les dangers et les expositions, et ainsi la bande de risque associée. Et par conséquent, les moyens de prévention résulteront d'une superposition d'hypothèses. Mais l'ANSES prévient de faire attention parce que pour mettre en place cet outil, ça implique une réelle expertise préalable. Et si les entreprises mettent en place cet outil sans expertise préalable, ça risque d'être contre-productif au niveau de la prévention. Pour l'ANSES, c'est un outil qui doit faire partie intégrante du système de management global de la santé et de la sécurité au travail, mis en place par l'employeur. Donc voyons une deuxième partie, les perspectives d'évolution de la régulation face au développement des nanomatériaux. Alors les perspectives d'évolution de la régulation sont à rechercher tant au niveau de la norme européenne, s'agissant notamment de la nécessaire évolution du règlement REACH, ainsi que des choix internes, et plus particulièrement dans la politique interne française et dans la mobilisation effective des moyens juridiques permettant d'informer le travailleur sur son exposition. Alors, le règlement REACH a déjà été évoqué par le professeur Meunier, donc règlement REACH qui est entré en vigueur le 1er juin 2007. Rappelons que c'est un mécanisme qui repose sur tout fabricant ou importateur de la substance, qui a une obligation générale de demander l'enregistrement auprès de l'ECHA des substances telles quelles ou contenues dans des préparations, dès lors que la quantité est de 1 tonne ou plus par an. Et le règlement repose sur le principe pas de données, pas de marché. C'est-à-dire que sans connaissance sur les substances utilisées, il y a interdiction de les mettre sur le marché. Et le déclarant doit constituer un dossier technique informant sur l'ensemble des utilisations identifiées. Ces informations peuvent inclure, si le déclarant le juge utile, les catégories pertinentes d'usage et d'exposition, la classification et l'étiquetage de la substance, des conseils d'utilisation de la substance, notamment en respectant ce qu'on appelle le niveau dérivé sans effet, c'est-à-dire le niveau maximum d'exposition à la substance auquel l'être humain peut être soumis, qu'il a, lui, à évaluer en tant que déclarant. Alors, les mesures de gestion des risques visant à réduire ou à éviter l'exposition des êtres humains et de l'environnement à la substance sont donc proposées et donc recommandées, en particulier dans ce qu'on appelle le rapport sur la sécurité chimique. Ces mesures ont pour objet de réduire au minimum l'exposition et les émissions pour les personnes découlant de la fabrication et des utilisations identifiées. Alors, s'agissant des nanomatériaux, il n'y a aucune disposition spécifique les concernant dans le règlement REACH. Ils sont donc assimilés à des substances chimiques classiques et de nombreux acteurs, comme il a pu être dit, ont jugé que seule une minorité des méthodes physico-chimiques peut être appliquée aux nanomatériaux et que ce règlement est inadapté aux nanomatériaux. En l'état, le règlement REACH n'est donc que partiellement applicable aux nanomatériaux, notamment en raison des seuils de déclenchement élevés en quantité produite prévus par la procédure. Alors, la Confédération européenne des syndicats préconise en conséquence d'abaisser les seuils de déclenchement pour l'enregistrement des nanomatériaux, voire de créer une autre forme de norme pour tenir compte de la spécificité des nanomatériaux. Alors, ce règlement est en cours de modification. Il y a eu une consultation publique, elle est toujours existante, pour intégrer les nanoparticules. Alors, les perspectives d'évolution sont à rechercher également dans la politique interne française, ainsi que dans la mobilisation effective des moyens juridiques permettant d'informer le travailleur sur son exposition.
Alors s'agissant de la politique interne française, et plus particulièrement de la protection de la santé du travailleur vis-à-vis des nanomatériaux, seule la prévention est envisagée, et même envisageable pour le moment. Le plan santé au travail 2016-2020 axe notamment sa stratégie sur la prévention primaire et le développement de la culture de la prévention. Il propose également de mener des actions sur des risques identifiés comme prioritaires, en particulier l'anticipation des risques émergents dont font partie les nanomatériaux. Le plan prévoit de mieux connaître et donc de mieux prévenir les risques émergents en réalisant une campagne de mesurage sur les nanomatériaux en vue d'identifier les filières les plus exposées, notamment dans le secteur bâtiment, travaux publics, en informant ces secteurs et les entreprises, les employeurs, les acteurs de la prévention sur les mesures de gestion des risques adaptées existantes, et notamment sur les moyens de protection collective. Et le plan également suggère de renforcer la surveillance épidémiologique EpiNano. Par ailleurs, il prévoit de rechercher une amélioration du cadre réglementaire au niveau européen, et notamment du règlement CLP dont monsieur le professeur Meunier a déjà parlé. Alors, indépendamment de cette politique générale, en pratique, il faut que l'information sur les risques entre dans l'entreprise, qu'il y ait connaissance de ces risques dans l'entreprise. Alors, on peut s'aider pour cela de la fiche de données de sécurité qui est imposée par le règlement REACH. En effet, l'article 22 du règlement REACH prévoit qu'après l'enregistrement, il appartient au déclarant de mettre à jour spontanément son enregistrement, sans retard excessif, en y ajoutant des informations nouvelles, pertinentes, et de les soumettre à l'ECHA, notamment en cas de connaissances nouvelles concernant les risques que présente la substance pour la santé et ou l'environnement, dont il peut raisonnablement avoir pris connaissance et qui entraînent des modifications dans la fiche de données de sécurité ou dans le rapport sur la sécurité chimique. Alors cette fiche est un outil de prévention et de transparence du fournisseur jusqu'au client. Néanmoins, l'INRS a mis en lumière que les données transmises aux utilisateurs, notamment dans les fiches de données de sécurité, les fiches techniques, sont généralement incomplètes, voire absentes, et bien souvent les opérateurs manipulent des nanomatériaux sans même le savoir. Et ce défaut d'information constitue un frein à la prévention. Il importe donc de faire évoluer le contenu des fiches de données de sécurité. Cet avis retranscrit. La Confédération européenne des syndicats préconise également, notamment, d'élaborer des fiches de données de sécurité spécifiques aux nanomatériaux. Et on pourrait ajouter la nécessité que ces fiches, puisque ça m'a été signalé, soient accessibles en français. Quid du rôle en la matière du CHSCT, qui théoriquement a les moyens de faire entendre sa voix? Ne doit-il pas mobiliser davantage son droit à l'information pour exercer correctement ses missions de représentant des salariés? Ne doit-il pas avoir recours à un expert agréé en vertu de l'article L 4614-12, dès lors qu'un projet important va entraîner une transformation importante des postes de travail découlant d'un changement de produit? Il serait peut-être nécessaire qu'en pratique, que ce texte soit davantage mobilisé au profit du travailleur, tout comme l'article L 4133-1 du Code du travail, introduit par la loi du 16 avril 2013, en vertu duquel le travailleur, s'il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, alerte immédiatement l'employeur, et ce dernier doit informer immédiatement, rapidement de la suite qu'il a réservée à cette alerte. En fait, il a 2 mois, 1 mois pour réagir. Et à défaut de réaction dans le mois de l'employeur, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT peut saisir le représentant de l'État dans le département. Concluons cette intervention. Alors après examen de la régulation actuelle, on reste néanmoins avec un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de la protection du travailleur. Quid d'une réelle protection au titre d'une réparation à moyen ou long terme, en l'absence de davantage de réactivité de la norme? Doit-on s'attendre à un scandale du même type que l'amiante? Le salarié ne sera-t-il protégé qu'a posteriori par une réparation au titre des maladies professionnelles? Et pourra-t-il bénéficier réellement d'une réparation plus large que la réparation forfaitaire de droit commun, au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur? Ou, s'agissant de produits où le salarié devra-t-il se contenter de recourir à un nouveau fonds d'indemnisation, à l'instar du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante? Je n'ai pas de réponse à ce jour. Je vous remercie.